Même si on n'a pas de modèle, même si on n'est pas sûr, même si on pense qu'on n'a pas les bons réseaux, si on est convaincu de son produit, de son service, il faut aller au plus vite au carton, au plus vite à la réalité et avoir au plus vite des feedbacks d'utilisateurs. Bienvenue sur l'Entrepreneur en vous, le podcast où vous découvrirez comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui construisent et profitent de la vie dont ils ont toujours rêvé. Bonjour, aujourd'hui je reçois Frédéric Bardot, un pur entrepreneur social, président et cofondateur de Simplon.co. Dans cet épisode du podcast, Frédéric partage avec nous son parcours et comment il a rejoint 3 anciens de ses élèves pour créer Simplon. Le démarrage a été chaotique, mais ils se sont d'abord focalisés sur la qualité du produit pour trouver ensuite un business model. Aujourd'hui, Simplon, c'est 10 millions d'euros, 50 écoles à travers le monde et 1500 personnes formées par an. Avec Frédéric, vous découvrirez que entrepreneur et social, ce n'est pas incompatible. Vous pouvez accéder aux notes de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante, envou.co/3, le chiffre 3. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 3, action. Enfin, c'est parti quoi. Frédéric, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi ? Absolument. Excellent. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Frédéric Bardot, le cofondateur de Simplon, une école d'un nouveau genre qui propose des formations gratuites aux métiers du numérique, en priorité aux personnes défavorisées. Frédéric, avant de parler de Simplon, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait ? Je dirais que c'est vraiment très tardif. Moi, je suis un entrepreneur très tardif. En fait, je m'étais juré que jamais je deviendrais entrepreneur parce que je viens d'une famille de commerçants. Et donc, moi, je me destinais plutôt au service de l'État ou au journalisme ou à l'armée. On y reviendra peut-être. Je suis un ancien militaire. Donc, je dirais que la première fois où j'ai vraiment fait un projet entrepreneurial, c'est quand j'en ai eu marre d'être salarié et que je suis devenu freelance. Donc, c'est assez tardif. Hein, c'est 2003. D'accord. Et tu faisais quoi comme freelance ? J'étais freelance en communication digitale pour les ONG. C'est ma spécialité d'avant Simplon. D'accord. Intéressant. Et du coup, ensuite, il y a eu Simplon qui est arrivé. Donc là-dessus, on aimerait savoir comment tu as trouvé l'idée et comment s'est passé le démarrage. Alors l'idée, c'est pas moi qui l'ai eue. En fait, donc moi j'étais déjà freelance et après j'ai monté une agence de communication spécialisée sur les ONG qui existe toujours, qui est l'agence Limite. Donc, c'était ma vraie première expérience entrepreneuriale. C'était déjà une entreprise sociale à l'époque, donc il y avait déjà cette sensibilité-là. Et en même temps, je donnais des cours d'innovation numérique au CELSA, donc l'école de com de la Sorbonne. Et c'est quand j'ai donné ces cours au CELSA que j'ai eu pas mal d'étudiants qui étaient vraiment des gens super. Donc il y en a un avec qui j'écris tous mes livres et 3 autres en fait que j'avais eu quelques années auparavant qui m'ont recontacté par la suite et qui m'ont raconté le projet de Simplon. Donc au début Simplon c'est l'idée de 3 anciens étudiants et en fait en parlant et en essayant de trouver des solutions ensemble, je me suis retrouvé à rejoindre le projet quoi. Donc l'idée de Simplon c'est parti comme ça. D'accord. Et comment vous avez démarré ? N'importe comment. Je dis souvent que c'était vraiment la collection de toutes les mauvaises pratiques entrepreneuriales. On a commencé sans fonds propres, sans modèle économique, en signant un bail pour 3 ans et en lançant d'abord le projet et en cherchant un modèle après. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Donc a posteriori, je me dis que ça s'est bien passé, mais ça aurait pu aussi très mal se passer. Donc on a vraiment complètement focalisé sur la qualité du produit, donc d'avoir la meilleure formation possible et de trouver les gens les plus talentueux, mais qui venaient d'horizons complètement divers et plutôt effectivement défavorisés. Donc on a fait un premier groupe d'une 30aine de personnes, il y avait 17 nationalités différentes, une mixité de genre, 50% de filles, d'âge, ça allait de 18 à 55 ans, avec des gens de plein d'horizons différents. C'était une promo géniale et on a commencé à faire la première formation Simplon en octobre 2013 à Montreuil. Et c'est là que les ennuis ont commencé parce que la formation se passait très bien, mais assez rapidement, on n'avait plus d'argent. Donc il a fallu trouver assez
assez rapidement des solutions pour continuer à financer ça, puisque la formation était bien sûr complètement gratuite pour les apprenants. D'accord. Et du coup, c'est quoi les canaux de financement que vous avez trouvés ? En fait, nous, on était et on reste toujours des passionnés de numérique. On est plutôt vient plutôt du monde des geeks, mais on connaissait pas du tout la formation professionnelle, l'insertion professionnelle, tout ce qui est devenu après notre quotidien et le métier principal de Simplon. Et donc, en fait, on a essayé tous les modèles économiques possibles et imaginables, sans arriver à trouver pendant au moins 2 ans le modèle économique principal de Simplon. Donc, on a essayé le crowdfunding, on a essayé les subventions, le mécénat, on a essayé de vendre des prestations, donc soit des sites web, soit de la formation à des salariés, soit des ateliers pour les enfants, des hackathons. Enfin, on a tout essayé et pour trouver un modèle économique qui est dérivatif, qui nous permettait de maintenir la gratuité des formations. Et c'est seulement au bout de 2 ans, après avoir subi plein d'échecs et de déconvenus, qu'on a fini par comprendre comment fonctionne le système de formation professionnelle en France. Et donc maintenant, on a bien compris comment ça marche. Et donc, en fait, quand on forme des demandeurs d'emploi, en fait, le modèle économique, c'est qu'il y a une partie qui vient de Pôle emploi, il y a une partie qui vient des organismes qui collectent l'argent de la formation professionnelle, qu'on appelle des OPCA, et la dernière partie, elle vient de la collectivité locale qui gère cette tutelle sur la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, et ce sont les régions, en fait. Donc, c'est ce mix entre Pôle emploi, les OPCA et les régions qui est le modèle économique normal d'un organisme de formation pour demandeurs d'emploi. Mais comme on en avait trouvé d'autres, en fait, ils viennent s'ajouter au modèle économique traditionnel. Et donc, comme ça nous permet d'aller encore plus loin, encore plus vite et de former encore plus de personnes gratuitement. C'est excellent. C'est-à-dire que vous aviez une idée, vous y croyez, vous savez que ça allait marcher, vous avez trouvé les étudiants, vous avez commencé à faire les cours. Je suppose que vous-même vous donnez des cours, c'est ça? Oui, au début, il y avait un petit module. Après, moi, je suis pas un développeur, donc c'est vrai que c'est pas moi qui donnais la totalité du cursus. Mais ouais, on les mettait tous la main à la pâte, ouais. Ouais. Et du coup, après, vous avez essayé de trouver le modèle économique, comment financer ça. Donc, c'est original. C'est sûr. Frédéric, quel a été le meilleur canal marketing que vous avez utilisé pour faire croître Simplon ? À partir du moment où nous, notre idée, c'était de proposer cette formation à des gens qu'on trouve pas dans le numérique ou qu'on trouve pas assez dans le numérique, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de diplôme, des femmes, des gens de tous les horizons, des demandeurs d'emploi, des seniors, des réfugiés, tout ce que tu veux et qui a pas, qui sort du stéréotype de l'homme blanc qui a fait une école d'ingénieur, on va dire. Il fallait qu'on aille parler à ces gens-là parce que la plupart du temps, ces gens-là ne se considèrent pas comme légitimes, et si tu leur dis viens à Simplon, tu peux devenir développeur en quelques mois et c'est gratuit, souvent ils vont se dire mais non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'ai été nul en maths, l'informatique c'est un truc d'ingénieur. Donc il nous fallait un canal marketing qui soit pas Pôle emploi et les missions locales ou les gens qui sont en contact avec les publics, parce que eux-mêmes avaient du mal à comprendre le modèle de Simplon et pensaient que c'était pas possible de former gratuitement comme ça en quelques mois des gens débutants à ces métiers-là. Donc ça pouvait pas être ce canal-là. Et donc le meilleur canal qu'on ait jamais trouvé, et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est les médias. Donc vraiment la communication par les radios, la télé, le fait de passer dans les journaux locaux, des municipalités, des régions, et aussi d'aller tracter dans les quartiers ou dans les zones rurales avec des flyers, des prospectus, de faire des ateliers. C'est vraiment ça qui nous ramène. Plus de 50% de nos candidats, ils viennent parce qu'ils ont entendu parler de nous dans les médias. D'accord. Et ça a été vrai pour les partenaires aussi. Ceux qui entendaient parler de Simplon, les premiers financeurs, en fait, se sont dit mais c'est quoi ce truc ? Ça a l'air bizarre. Ils nous ont découvert dans la presse et ils sont venus comme ça, en fait. Donc ça reste quelque chose de très très puissant, les relations presse. Et vu que le projet est plutôt social, ça, je pense qu'au niveau de la presse, ça passait facilement, je suppose. Ouais, complètement. D'autant que j'ai une petite anecdote. Donc c'est, je rappelle ce que j'ai dit, c'est-à-dire on était quatre couillons, sans fonds propres, avec une belle idée, sans modèle économique.
Et en fait, ce que je dis souvent, c'est on s'est lancé la même semaine que l'école 42. Donc il faut imaginer ces 4 couillons sur leur canapé rue du Simplon qui parlent de leur projet à quelques potes et qui un jeudi matin, j'en souviendrai toute ma vie, commencent à recevoir des SMS de tous nos amis en disant t'as vu Xavier Niel, il met 100 millions d'euros pour faire la même chose que vous, c'est super. Et donc là on a flippé, hein. Mais ça a validé notre modèle effectivement parce que on était le petit Simplon social à côté du grand monstre 42 du milliardaire quoi. Ouais. Et du coup, la première promo est sortie quand ? Elle a commencé en octobre 2013 et elle est sortie, je dirais, en juin 2014. Et vous avez des retours sur le taux d'embauche, sur comment comment ça se passe ? Oui, bien sûr, parce que comme la plupart de nos financements, que ce soit des subventions ou du mécénat ou même de Pôle emploi, ça dépend du taux d'insertion. Donc, on a un suivi très, très précis. On regarde ce que font les gens, donc quel est le type d'emploi, combien ils gagnent, est-ce qu'ils gardent bien leur travail, est-ce qu'ils évoluent positivement. On fait ça avec des enquêtes à 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois après Simplon. Donc, on a un état très, très précis de nos anciens. Et donc la première promo, elle a eu un taux d'emploi et un taux d'auto-emploi, parce qu'il y a pas mal de gens qui étaient entrepreneurs et auto-entrepreneurs. Donc elle a eu des taux qui sont à peu près ceux de Simplon en moyenne depuis 5 ans. Hein. C'est de l'ordre de 75%. C'est excellent. Même les écoles d'ingénieurs, ils atteignent pas ces niveaux-là. Ouais, peut-être que si. Enfin, l'école 42, elle dit qu'elle est à 100%, mais voilà. Bon, pas facile d'avoir les statistiques. Frédéric, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec Simplon ? Quelques chiffres. Clairement, c'est un projet qui était une bonne idée au départ sans modèle économique, et c'est vrai qu'on a pris une espèce de vague et d'hypercroissance continue depuis 5 ans. Donc en fait, on double tous les ans depuis le début, à la fois en termes de nombre d'apprenants, de volume d'activité, de nombre de salariés, de nombre d'écoles, et même ça va plus vite encore pour le nombre d'écoles, puisque d'une école à Montreuil et des 4 couillons dont je vous parlais, là on est 150 salariés. On a 50 écoles. Le budget cette année de Simplon, il avoisine les 10 millions d'euros. Et on forme maintenant 1500 personnes par an. Donc c'est complètement hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout vu venir les planètes étaient extrêmement bien alignées, elles le restent, et c'est vrai qu'on a plus eu des problèmes de croissance que des problèmes de légitimité sur notre offre, parce que ce qu'on fait, ça fonctionne bien, et donc en fait c'est plus la manière de gérer sa multiplication qui pose souci. Ouais, justement là-dessus, comment tu fais, comment tu gères les 50 écoles? Ou est-ce qu'ils sont plutôt indépendants et chacun fait à sa sauce? Un peu les deux, c'est-à-dire qu'on a inventé un système qui peut, soit on est opérateur direct, c'est le cas de 40% des 50 écoles, c'est des écoles Simplon, on paye les formateurs, c'est nos locaux, donc là il y a une approche directe, donc ça c'est assez classique. Mais c'est vrai que on a été aussi étudié par des chercheurs là-dessus quand on a été financé par La France s'engage. On a aussi inventé un système de franchise sociale un peu particulier où en fait les 60% des autres écoles sont en partenariat avec des acteurs locaux qui sont très très différents. Ça peut être une école d'ingénieurs, ça peut être un organisme de formation, une mission locale, c'est très très divers. Et eux, en partenariat avec nous, en fait, on délivre une formation type Simplon avec la même gratuité, la même inclusion, la même méthode pédagogique. Mais par contre, l'école n'est pas obligée de s'appeler Simplon. Elle peut moduler aussi un peu sa durée, elle peut changer quelques paramètres. Donc c'est à la fois une franchise parce que c'est vraiment une école type Simplon, et en même temps c'est pas une franchise parce que la franchise c'est McDo, Starbucks, c'est du copier-coller normalement, on peut rien changer quoi. Donc c'est un truc un peu hybride. Marque blanche, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, grise, parce que souvent c'est du Powered by Simplon ou c'est du Simplon Inside. Donc c'est un modèle qui nous a permis de scaler assez rapidement, parce qu'on serait jamais arrivé à 50 écoles s'il avait fallu qu'on les opère toutes. Donc c'est un système qui marche bien en France et puis aussi à l'étranger, parce que là aussi on s'y attendait pas du tout, mais à la fin de l'année, Simplon sera présent dans 12 pays. Donc c'est un peu incroyable. Excellent. Plutôt Europe ou un peu partout? Un peu partout, c'est-à-dire que ça a commencé Europe, Afrique bien sûr, et Maghreb parce que c'est des pays francophones.
mais on est aussi au Moyen-Orient, on va ouvrir en Inde, en Thaïlande, on est en Jordanie, au Liban, et après c'est effectivement Maroc, Algérie, Côte d'Ivoire, Sénégal, Belgique. Et du coup, c'est des équipes locales qui ont entendu parler de Simplon et qui vous appellent. Exactement. Ouais. Ouais, c'est toujours ça. Après, ça peut être un entrepreneur social, une école, comme à Dakar, par exemple, c'est l'entreprise Orange. C'est Orange qui a monté son Orange Academy et qui est allé powered by Simplon. Super. Comment dire, c'est un modèle qui marche et qui s'étend rapidement, quoi. Oui, clairement. Ouais. Quelles sont les prochaines étapes clés de la croissance de Simplon ? On va continuer l'essaimage géographique, donc continuer à augmenter le nombre d'écoles. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà bien initié, mais je pense que là encore, je pense qu'on va encore doubler cette année. Hein. Ça veut dire peut-être passer à quasiment une centaine d'écoles dans les 12 prochains mois. Donc ça, c'est un premier enjeu. L'autre enjeu, c'est qu'on a beaucoup formé des gens sur le métier de développeur, donc tout type de langage et tout type de programmation. Mais on s'est beaucoup diversifié. Maintenant, on a des référentiels. On opère par exemple l'école sur les métiers de l'intelligence artificielle de Microsoft. On a aussi des tracks qui sont dédiés à la cybersécurité, à l'IoT, à la sécurité réseau, à la data. À la blockchain, on va sortir un référentiel blockchain en novembre. Donc on a beaucoup diversifié les référentiels pour continuer à répondre aux besoins des entreprises et du marché. Et l'élève, il choisit son parcours ou c'est plutôt un parcours standard, il touche un peu à tout? Alors le candidat, il est obligé de postuler dans un lieu et sur une formation qui a un référentiel de formation donné. C'est-à-dire que tu peux être candidat sur la promo JavaScript à Montreuil ou la promo blockchain à Paris 1. Donc après il y a des fondamentaux en termes de culture technique, de programmation qui sont un peu communs à tous les référentiels, mais tu choisis soit Java, soit PHP, soit blockchain, soit data, soit IA. Donc ça et tu choisis un lieu de formation parce qu'on fait du présentiel. On croit pas trop au MOOC, on va dire. Oui. Donc c'est des formations très spécialisées, quoi. Quand on dit un développeur JavaScript, c'est vraiment. Ouais, il est vraiment pour le formé. Besoin d'une entreprise. Ouais, exactement. Après, ils sont tous formés à de l'algorithmique et aux bases de la programmation, et ils sont vraiment invités à pouvoir continuer à s'auto-former, à switcher d'un langage à un autre. Donc comme la formation est quand même assez longue, parce que c'est minimum 7 mois, les gens ils sont pas que bons en JavaScript, quoi. Ils ont aussi regardé ce qui se passait dans d'autres langages, et si ça se trouve ils seront embauchés comme développeurs JavaScript, mais assez rapidement ils seront obligés de faire autre chose et ça posera pas de problème, quoi. C'est pas juste pile poil pour les besoins d'une entreprise, c'est vraiment des développeurs juniors qui sont formés à exercer ce métier-là, pas indépendamment des technologies, mais en tout cas qui sont capables de s'adapter aussi, et vaut mieux parce qu'un développeur, son métier il change tous les jours, hein. Et quand tu dis développeur junior, c'est plutôt des gens qui sont jeunes en termes d'âge ou c'est varié? Non, c'est le niveau d'expérience, hein. En 7 mois, nous on en fait des développeurs juniors, mais la moyenne d'âge à Simplon c'est 29 ans. Donc ça veut dire qu'il y en a presque 45% qui ont moins de 25 ans et tout le reste qui ont 25, 35, voire 45. Donc ça c'est assez sympa parce que c'est pas que des jeunes, il y a vraiment tous les types d'âge, et ça c'est, il y a de plus en plus de seniors d'ailleurs, de gens qui font une deuxième carrière, qui sont en reconversion. Donc c'est intéressant de voir ça aussi. C'est vrai que ça, là aussi ça diffère de l'école 42 où il y a une limite d'âge à 30 ans par exemple. Excellent. Frédéric, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir? Là, clairement, c'est mars 2016. On a la plus grosse crise de trésorerie à Simplon qu'on ait jamais eue, qui était dédiée au fait qu'on pilotait mal notre trésorerie et qu'on était en hyper-croissance. Et donc, là, on se retrouve à être, je dirais, 90 salariés et peut-être à pas pouvoir payer les salaires le mois prochain. Donc ça, c'est le truc le plus horrible qui peut arriver à un entrepreneur. C'est non seulement manquer de fermer la boîte, mais surtout plus pouvoir payer son équipe.
Donc là, j'ai réuni tout le monde et puis on a lancé un plan de bataille qui 6 mois après, moi j'ai arrêté de me payer, la plupart des managers l'ont fait, on a décalé des recrutements, on a demandé à nos clients de nous payer alors qu'ils payaient assez en retard. On a fait un plan de bataille qui, au bout de 6 mois, a permis de corriger ce problème de trésorerie et en plus de remettre l'entreprise en situation de faire une levée de fonds. Donc voilà, d'un truc où on a failli mourir, on s'est retrouvé complètement relancé. Mais c'est vrai que ça a été un sale moment. Ouais. Les gens qui étaient là au moment où c'est arrivé à Saint-Plon, ils en parlent encore avec des trémolos dans la voix, quoi. Ça a été hyper dur. Ça a été difficile, mais vous avez su vous en sortir. C'est ça, c'est la résilience, comme on dit. Ouais. On s'en est sorti. Ne jamais lâcher. C'est ça. Et du coup, tu parlais de levée de fonds. Il y a eu de levée de fonds? Il y en a eu 2, donc il y en a eu une très tôt au début parce qu'on manquait de fonds propres, ce que je disais, on avait nous juste nos économies, moi j'avais emprunté de l'argent à mon frère, c'était un peu léger. Et après, au moment de la crise de trésorerie, effectivement, il a fallu renflouer les fonds propres de la boîte, qui étaient négatifs, et aussi réinjecter de l'argent pour continuer le développement, quoi. Donc il y a eu une deuxième levée, et peut-être que ça pourrait ressembler à un scoop, mais disons que voilà, on est en train d'en préparer une 3e. D'accord. Bah, si vous voulez atteindre les 100 écoles, c'est ça. Il y a pas de magie. Non. À contrario, quel a été ton plus beau moment? Bah, Saint-Plon, ce qui est compliqué, c'est qu'il y en a plein tous les jours, quoi. C'est vrai que dès qu'on a un apprenant qui chope un CDI, un réfugié syrien comme la semaine dernière qui passe son titre professionnel et qui se retrouve diplômé et embauché chez Accenture, enfin, c'est des trucs, c'est incroyable, quoi, parce que c'est des gens 7 mois avant, ils tenaient pas cher de leur propre peau et ils considéraient qu'ils y arriveraient jamais. Donc il y a tous ces moments-là, mais après, non, clairement, quand on a fêté l'année dernière le 1000e Saint-Plonien formé et que 1 an après on formait le 2000e, voilà, ça c'est des milestones qui sont super, quoi. C'est excellent. Et du coup, qu'est-ce qui te pousse à te réveiller le matin? Est-ce que c'est vraiment cette envie d'aider les gens, ou est-ce que c'est une envie d'entrepreneur, d'agrandir ta boîte, ou est-ce que c'est les deux en même temps? Moi, c'est un peu bizarre parce que ce que je disais au début, moi, je me suis jamais rêvé entrepreneur, donc j'ai pas du tout ça dans mon parcours. J'ai pas fait d'école de commerce, je rêvais pas d'être entrepreneur. Je suis devenu entrepreneur parce que j'avais envie de voir mes idées se réaliser, parce que j'avais envie d'avoir la main et de pas dépendre d'un patron. Donc ça s'est fait un peu malgré moi. Mais non, moi, ce qui m'a toujours fait lever le matin, moi, je suis quelqu'un qui est hyper engagé. Je l'ai été toute ma vie et je le serai, je pense, jusqu'au bout. Et donc, c'est l'impact social, quoi. C'est le fait que ça fonctionne. C'est le fait que non, c'est pas aider les gens, parce que pour le coup, je crois que c'est, sauf cas d'urgence ou de catastrophe naturelle ou de guerre, je pense que c'est assez rare en fait d'aider les gens. Souvent, on aide les gens à s'aider eux-mêmes. C'est plutôt ça qu'il faut viser. Et donc ici, les Saint-Ploniens, on n'est pas dans le misérabilisme, on leur donne pas l'aumône et on les chouchoute pas, on les challenge à fond, et c'est vraiment des talents différents, des gens qui se révèlent à eux-mêmes. Donc c'est de les voir se révéler à eux-mêmes et retrouver du pouvoir d'agir et retrouver de la confiance et tout déchirer, quoi. Ça, c'est vrai que ça, c'est super au quotidien de le voir. Et après, de montrer qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui donne gratuitement quelque chose qui a une énorme valeur et qui lui coûte très cher, peut passer à l'échelle et se développer, faire 10 millions, former 2000 personnes, ça, c'est vrai que c'est un super motif de satisfaction aussi, quoi, plus macro, quoi. Mais ça montre qu'il n'y a pas que l'État, les subventions, les trucs, voilà, ou le marché, quoi, qu'il y a une troisième voie, qu'il y a un capitalisme à visage humain là qui peut adresser des problèmes de société, parce que le chômage, c'est un immense gâchis, quoi. Donc ça, c'est cool. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui manque, les raisons de se lever le matin, ça va, y a pas de problème. Excellent. Frédéric, c'est le moment de l'interview top 5. Le livre que tu recommandes? Ce serait plusieurs types de livres. Moi, je lis beaucoup de bouquins un peu de productivité, de comment mieux gérer sa vie, son temps, son sommeil, parce que un entrepreneur, c'est un athlète de haut niveau, donc il faut
bien économiser son temps, bien se gérer. Donc il y a ces livres-là. Donc j'en ai pas un en particulier, mais on sait que sur Internet il y en a beaucoup. Donc ça, il y en a qui sont pas du tout utiles, mais il y en a qui m'ont vraiment changé ma vie professionnelle. Donc ça, on a un en tête. Bon, la GTD, tous les bouquins sur la productivité, le time management de Tim Ferriss, ils sont vraiment ou la semaine de 4 heures, ou des choses comme ça. Ça c'est vraiment bien. C'est un peu une tarte à la crème. Après, non, moi ce que j'aime bien comme livre aussi, c'est des livres sur l'entrepreneuriat social tel qu'il fonctionne dans d'autres pays. Parce que c'est vrai qu'en France, on a souvent un peu le syndrome du nombril et du coq gaulois. Et moi j'ai trouvé plein de choses très très intéressantes à intégrer dans les modèles économiques des entrepreneurs sociaux en France que j'ai pu découvrir en Iran, en Inde, en Thaïlande, de regarder des choses qui touchent à ta pratique professionnelle, mais dans un autre référentiel culturel, dans un autre pays. Ça c'est assez intéressant. Et après, je lis aussi pas mal de biographies d'entrepreneurs ou de philanthropes. Donc là aussi, c'est une tarte à la crème, mais lire les bios d'Elon Musk ou de Bill Gates ou de gens comme ça, c'est vrai que ou de Mohamed Younous pour l'entrepreneuriat social, c'est intéressant aussi. De voir des chemins de vie et de voir qu'effectivement les gens sont humains, que l'échec est là tout le temps à l'oreille du bois et que personne n'a toujours été que successful ou ça n'existe pas les gens qui déchirent tout et qui n'ont jamais de problème, au contraire. Et ça c'est peut-être l'autre conseil de bouquin, c'est moi j'aime bien lire des bouquins sur des échecs et sur des gens qui expliquent comment ils ont échoué, expliquent comment ils se sont remis de leurs échecs, parce que je trouve que c'est beaucoup plus inspirant que de lire un bouquin sur quelqu'un qui dit que il a jamais fait d'erreur de toute sa vie et que la chance lui sourit depuis toujours, quoi. L'entrepreneur que tu suis dans tes fans? Oh, il y en a plein. Comme Simplon, c'est un projet avec un pied dans la tech et un pied dans le social. Donc, il y a des gens que je suis dans le social. Donc, des gens comme, je sais pas, Jean-Marc Borrello du groupe SOS ou Thibaut Gulli d'Ares ou les gens de la ruche qui dit oui ou ça c'est la partie sociale. Et après en termes de tech, moi je suis très impressionné par ce qu'a fait Olivier Mathieu chez Price Minister, ce que fait Fred Mazzella chez Blablacar, qui d'autre, et aussi Ludovic Lemoine chez Sigfox. C'est dans des thèmes différents, c'est des boîtes de la tech qui ont connu des croissances, mais aussi des rachats. Il y en a qui sont très techno et d'autres qui sont très dans les usages. Donc c'est hyper intéressant. D'accord. Ton outil en ligne préféré? Moi, je vais être très basique, mais moi je fais tout sur la suite G Suite de Google. Donc ça gère mon inbox, mon agenda. Ma liste de to-do, mon drive, tout quoi. Je suis vendu à Google jusqu'au dernier degré et ça se passe bien. C'est vraiment des beaux outils. Excellent. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? C'est bête ça aussi de le dire comme ça, mais c'est se lancer. C'est-à-dire que c'est même si on n'a pas de modèle, même si on n'est pas sûr, même si on pense qu'on n'a pas les bons réseaux, si on est convaincu de son produit et de son service, il faut aller au plus vite au carton, au plus vite à la réalité et avoir au plus vite des feedbacks d'utilisateurs, quoi. C'est vraiment je dis pas que si c'était à refaire, on ferait exactement pareil à Simplon. Je dis pas que les business plans ça sert à rien, que les études marketing c'est du bullshit. Mais il y a un truc qui est pas du bullshit, ça j'en suis certain, c'est le client, l'utilisateur, d'aller au contact, quoi. Donc il faut aller au contact le plus vite possible pour échouer le plus vite possible et avoir des améliorations le plus vite possible, quoi. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître Simplon, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit, un service? Voilà, j'ai pas de soucis, j'ai pas besoin de réfléchir. Ce qui a sauvé la vie de Simplon, c'est d'avoir embauché quelqu'un qui s'occupait des RH, de l'administration et des finances, et d'avoir trouvé un directeur général qui a une soixantaine d'années, qui est beaucoup plus expérimenté que moi et qui a fait grandir Simplon. Parce que moi, j'ai plein d'idées, j'ai plein de qualités, mais j'ai aussi plein de défauts et je suis pas du tout gestionnaire. Je m'en fiche un peu de l'argent. Les RH, c'est pas mon truc. Et donc, voilà, ce qui a sauvé Simplon, c'est que ça devienne une vraie entreprise avec des vraies fonctions support. Donc là, c'est
aussi. On se dit souvent l'entrepreneur charismatique, génial, visionnaire, machin. Mais c'est des grosses conneries parce qu'en fait, une entreprise n'est une entreprise qu'à partir du moment où elle est vraiment une entreprise. Et donc elle se limite pas à son entrepreneur, quoi. Frédéric, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre ? Sur internet c'est pas compliqué, tapez mon nom, vous allez avoir plein de trucs qui sortent, parce qu'en plus comme j'ai écrit des livres sur Anonymous et tout ça, je suis bien référencé, on va dire. Donc sur Twitter je suis fbardo, sur Skype aussi, et après mon email et même mon numéro de mobile sont très faciles à trouver. Je prends souvent le temps de répondre à plein de sollicitations, j'ai même des plages dans mon agenda qui sont dédiées qu'à ça. Donc je pense que c'est pas difficile de me trouver. Excellent, merci Frédéric, à bientôt. Merci. Merci encore à Frédéric pour nous avoir révélé l'entrepreneur social qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des notes de cet épisode en vous rendant sur le lien suivant envou.co/3, le chiffre 3. Avant de terminer ce podcast, j'ai 2 annonces importantes à vous faire. Si vous avez apprécié cet épisode du podcast, j'apprécierais grandement votre soutien. Pour cela, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur envou.co/iTunes. Enfin, vous pouvez écouter tous les épisodes et vous abonner sur votre application de podcast préférée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur en vous.